Bonsoir, bonsoir, je suis ravi d'être à Grance ce soir parmi vous. Merci d'être venu voir ce film, Marius, le premier film de Marcel, même si ce n'est pas lui qui l'a réalisé, qui date de 1931. Alors j'espère que vous avez apprécié la restauration, que vous avez vu le travail effectué, notamment au niveau du son. C'était le grand défi, parce que le cinéma de Marcel est un cinéma très bavard. Marcel vient du théâtre, il a commencé au théâtre, contre vents et marées. Il a toujours affirmé que le théâtre était devenu parlant, oui, mais fallait-il encore qu'il ait quelque chose à dire? Et je crois que Marius, c'est sans doute un des premiers films parlants, si ce n'est le premier film parlant français, dont la dramaturgie est portée par la parole. Là, on se rend bien compte que Marcel est avant tout un auteur dramatique. Alors, les petites différences techniques, on va parler d'abord peut-être un petit peu de la restauration, assez rapidement, je vais essayer de pas trop vous embêter avec ça, parce que c'est assez technique. Vous avez découvert le film dans son format d'origine, le format 1:20, qui est un format très carré, qui était utilisé pour le cinéma muet. Ce film n'a jamais été projeté en 1:20 depuis 1934. Parce qu'en 1934, après on est passé au 1:37, qui est un format un petit peu plus rectangulaire, et donc Marcel avait dû couper un petit peu en haut de son image et en bas. C'est pour ça que si vous avez vu la trilogie à la télé, ou en DVD, ou en VHS, vous avez une petite sensation de claustrophobie, c'était cadré trop proche, c'était un petit peu inconfortable. Grâce au cinéma numérique, eh bien, on a pu retrouver le format d'origine et la magnifique lumière. Moi, c'est vraiment ce qui m'a étonné, c'est la qualité de la lumière du chef opérateur Ted Pal, qui est un Allemand, issu de l'expressionnisme allemand. Et on peut retrouver cette qualité de lumière qu'il y avait dans le cinéma allemand des années 20, à milieu des années 20 jusqu'aux années 30, notamment dans quelques plans, je pense chez Honorine, quand Fanny rentre ou quand Honorine rentre chez elle. Et pour moi, un des plus beaux plans, malheureusement il est un peu flou en haut, c'est quand Honorine rentre dans la chambre de Fanny avec son tablier, on dirait un tableau flamand, quoi, en noir et blanc. Donc ça c'est pour l'image. Et puis le son. Eh bien le son, on a pu partir du négatif d'origine pour la première fois, parce que la technique auparavant ne nous permettait pas, et c'est pour ça qu'on a réussi à le restaurer en gardant toutes les dynamiques. La voix de Rému, là, vraiment prend une grande ampleur, au lieu, comme sur les DVD ou la télé, d'avoir un petit son nasillard, ou quand Rémi s'énerve, il parle comme ça, c'était pas très crédible. Là, vraiment, on reprend toute l'ampleur du jeu des acteurs. Je tiens à remercier aussi mon distributeur, Rodolphe, l'association des cinémas du Sud et tous les exploitants qui jouent le jeu du cinéma de patrimoine, parce que sans vous, tous ces films ne seraient plus visibles au cinéma. Et leur place est au cinéma et non pas à la télé. C'est un créneau difficile, la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous, c'est un métier de passionné. Nous sommes tous passionnés de cinéma. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour votre investissement, parce que moi, bien sûr, j'ai réussi à trouver des financements pour restaurer les films, mais une œuvre d'art n'existe que si elle est vue, que si elle est proposée au public, et c'est grâce à vous trois que cela est possible. Alors, pour parler de Marius maintenant, du film, de la genèse de Marius, qu'est-ce que c'est Marius, qu'est-ce que ça représente en fait? Bon, d'abord, c'est une pièce de théâtre qui a connu un succès formidable. C'est le deuxième grand succès de Marcel. Il avait déjà eu un énorme succès avec sa pièce Topaz, qui n'est pas une pièce provençaliste, j'ai envie de dire, qui ne parle pas spécialement du Sud, mais du rapport de l'homme à l'argent. Pour avoir un succès équivalent à Topaz, en 1928, il faut remonter à Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, à la fin du 19e. Marius, pour moi, est l'œuvre de la maturité de Marcel Pagnol. Il est devenu un homme. On est en 1928, il a un peu plus de 30 ans. Il a toujours été bercé dans ces valeurs républicaines que son père instituteur lui avait enseignées, avec une morale très rigide, un rapport à l'argent très rigide. Marcel était monté à Paris, il avait été nommé instituteur, professeur d'anglais au lycée Condorcet, puis là il va découvrir le monde parisien, avec ses affairistes, le monde du spectacle, une morale beaucoup plus souple que celle de son père, et puis il va rencontrer des gens très très riches. Et dans Topaz, eh bien, on sent que ce jeune homme se pose des questions sur les valeurs que son père lui a enseignées. Il se retrouve face à une réalité qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que son père lui a légué comme testament moral. Et il dit d'ailleurs dans la préface de Topaz
Mon père aurait pu devenir aussi riche que ces gens-là s'il n'avait pas été paralysé par 30 ans d'éducation nationale. Mais je sais aujourd'hui qu'il est beaucoup plus difficile, qu'il est beaucoup plus facile de faire des affaires que de faire des hommes. Et ensuite, il va se pencher sur Marseille. Et là, on sent qu'il est devenu un homme. Il a digéré ce que lui a laissé son père et cette nouvelle vision de la vie qu'il a acquise à Paris. Et qu'il est devenu Marcel Pagnol et il va se retourner vers sa ville natale, vers sa ville d'enfance, d'adolescence. Ils vont parler avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, dans la préface de Marius, il dit « Je ne savais pas que j'aimais Marseille, ville de courtiers et de transitaires. Le charme de ces petites rues encombrées m'avait bien souvent échappé. Mais au bout de 4 ans de ville parisienne, je m'aperçus que j'aimais ma ville. Bien souvent, l'absence nous révèle nos amours. » Et là, on sent qu'il y a comme une nostalgie. Un peu la même peut-être qu'il aura 40 ans plus tard ou 30 ans plus tard, lorsqu'il va se mettre à écrire ses souvenirs d'enfance. Or, Marius, il ne va pas écrire sur son adolescence, mais il se replonge peut-être un peu dans son adolescence, ses années de lycée, au lycée Thiers, ses amis Albert Cohen, Averinos, sa vie de jeune homme au panier sur le Vieux-Port, au cours Julien, et il va nous retranscrire tout ce Marseille qu'il a connu, toute cette verve, tous ces personnages typiques. Alors comment se monte le film? Alors, la pièce est un succès, c'est Volterra, Léon Volterra et Simone Volterra, qui étaient propriétaires du Théâtre de Paris, du Marigny, du Luna Park, de la Porte-Maillot, qui décident de monter Marius à la scène. Marcel impose Rému, contre l'avis de Volterra qui lui dit « Tu te prépares des nuits sans sommeil, ce type a un caractère impossible, mais bon, si tu le veux, prends-le. » Donc Marcel prend Rému, il apporte son scénario à Rému, sa pièce, alors que Rému joue un rôle féminin dans une pièce au Théâtre Marigny un soir. Il lui apporte le scénario, Rému lui dit « Oui, bon, écoutez, je dirai ça. » Il le rappelle dès le lendemain, il dit « Ok, votre pièce est magnifique, je jouerai le rôle de Panis. » Marcel est fou de joie. Et commence la distribution, Rému... Alors tout ça, je l'ai découvert comment? Parce que dans le livre là, que je dédicace ce soir, c'est toute la correspondance de Marcel Pagnol, toute sa correspondance cinématographique, dont la correspondance avec Rému. Donc là, on n'est pas sur une autobiographie parce que Marcel a écrit là-dessus aussi dans Confidence, ou une biographie d'un biographe quelconque. Là, on est vraiment sur des documents de première main, ce sont les lettres de Rému et de Marcel, donc ça ne ment pas, ça ne peut pas mentir. Et donc Rému lui dit, mais j'ai trouvé 2 acteurs épatants et pas chers, souligné 3 fois. Alors, tu as Charpin qui joue au Théâtre de l'Odéon, et puis un autre type qui n'a pas été retenu, épatant et pas cher aussi, avec accent véritable. Charpin accepte de jouer le rôle de César, et puis quelques temps après, Rému a écrit à Marcel, « Écoute, j'ai bien réfléchi, je ne jouerai pas Panis, je jouerai César. » Alors Marcel lui dit, « Mais attends, tu ne vas pas jouer César, César c'est un rôle épisodique, César a 300 lignes, Panis en a 800, voilà, César c'est un faire-valoir pour Panis. Tu vas m'étoffer le rôle de César. » Mais pourquoi? Écoute, Monsieur Charpin est moins connu que Monsieur Rému. L'action se passe au bar de la Marine. Il est hors de question que Monsieur Rému se déplace chez Monsieur Charpin. Ce sera Monsieur Charpin qui se déplacera chez Monsieur Rému. C'est mon bar, un point, c'est tout. Et c'est comme ça que Marcel a rajouté du dialogue et des scènes pour le rôle de César, pour faire plaisir à Rému. Autre problème, le rôle de Marius. Marcel décide de le donner à un Alsacien protestant, Pierre Freinet. Alors là aussi, la correspondance est de toute beauté. Elle va très loin. Rému devient fou furieux. Il dit, mais tu as déjà vu, toi, un patron de bar protestant, et à Marseille, protestant et alsacien? Non. Écoute, Marcel, hein, c'est simple. Alors, si tu prends Pierre Freinet pour faire Marius, eh ben, tu continues comme ça dans ta distribution. Pour Escartefique, tu prends un type de Sedan. Pour le chauffeur du Ferrybois, tu prends un type de Lille. Et alors là, tu seras bien, hein, parce que alors, soit tous avec accent véritable, soit tous avec accent d'exportation. Il aimait bien souligner 3 fois, Rému, ce qui était important. Bon, ben, malgré tout, Marcel finit quand même par engager Pierre Freinet, qui était descendu à Marseille pendant quelques mois pour travailler dans un bar sur le Vieux-Port, pour essayer de prendre un petit peu l'accent marseillais. D'ailleurs, à ce sujet, vous venez de voir Marius.
dans la scène du baiser, quand Pierre Freinet dit « ma mère », Rémy fait « hein, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, ta mère ». Mais ça, c'est pas dans le texte, ça c'est Freinet qui se plante pour de bon en jouant, et Rému qui a un talent extraordinaire, au lieu de dire couper, et Marcel qui voit cette chose qui se passe devant lui, Rému récupère la situation en créant un gag, c'est formidable. Disputer à propos des... à propos de je sais pas quoi même. Ah ouais, moi je le sais, moi c'est à propos de famille. Voilà. Oui, tu voulais supprimer un rival. Il n'y a pas de longueur, viens ici, je ne comprends pas du fada que tu as notre façon de le supprimer, ce rival. C'est en demandant la main de famille. Tu crois qu'elle a ses deuils? Ça va. Tu en as parlé à sa mère? Comment? Tu en as parlé à sa mère? Sa mère? Qu'est-ce que c'est que ça, sa mère? Ah, sa mère! Ah! Elle a un joli chapeau, tu sais. Non, elle n'est pas parlé. Je parle jamais, moi. Je crois qu'elle a dit ah oui, quoi. Voilà, plus de 84 ans après le tournage de ce film, l'archétype du jeune Marseillais des années 30, c'est un Alsacien protestant. C'est la magie du cinéma. Donc voilà, la pièce a un succès formidable, et puis un jour Marcel va rendre visite à un de ses amis exploitants, au cinéma Paramount, place de Clichy à Paris, et il fait la rencontre du directeur de la Paramount pour la France, Bob Kane. Et il se lie d'amitié, parce que Bob parle très mal français, Marcel parle très bien anglais, il est professeur d'anglais, et Paramount ne croit pas du tout au cinéma parlant. En fait, les gens du cinéma muet avaient peur du cinéma parlant, parce que vous tourniez un film pour le cinéma muet, s'il avait du succès, vous pouviez l'exporter à moindre frais. Il suffisait juste de changer les cartons, ça coûtait 3 fois rien, puis votre film faisait le tour du monde, les recettes étaient colossales. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de sous-titrage et pas de doublage. Donc, les producteurs du cinéma parlant ne voulaient pas, du cinéma muet, ne voulaient pas du cinéma parlant. Puis en plus, leurs stars ne savaient pas jouer la comédie. Pour ceux d'entre vous qui se rappellent de Singing in the Rain, c'est vraiment l'archétype de ce problème, de ces grandes stars du cinéma muet qui ne savaient pas jouer la comédie. Donc, ils n'en voulaient pas. Et puis, les gens du théâtre non plus ne voulaient pas du cinéma parlant. Parce que c'était un danger pour les exploitants de théâtre. Donc Marcel arrive à convaincre Bob Kane d'adapter Marius pour le cinéma parlant, parce qu'il avait été à Londres, sur ses conseils d'un de ses amis, voir un des premiers films parlants, Broadway Melody, et qu'il avait été bouleversé. Et qu'il avait compris que le cinéma parlant n'était pas une attraction, et que c'était un nouveau moyen d'expression pour l'art dramatique, que les auteurs allaient pouvoir écrire d'une nouvelle manière, c'est-à-dire ellipser, attaquer les situations à chaud. Et puis aussi, vous savez, au théâtre, quand il y a le jeune premier et la jeune première qui se font des confidences, ils ne peuvent pas chuchoter. Pour que la salle les écoute, sont obligés de déclamer. Donc du coup, il y a quelque chose qui est faux, qui ne marche pas. Marcel comprend ça tout de suite. Et donc, il va convaincre Bob Kane de réaliser Marius. Donc voilà comment c'est monté le film. Et puis aussi autre chose, Corda a très vite compris qu'en face de lui, il avait des Marseillais. Il avait Rému, il avait Charpin, il avait toute une bande, Delmont, Dulac, et qu'en tant que comme l'appelait Rému, le tartare d'Olivoy, parce qu'il venait de Hongrie et qu'il était installé à Hollywood, il n'allait pas pouvoir les diriger, quoi. Une petite anecdote, là. Vous avez vu à la fin, la fameuse scène de la ceinture, Rému balance ses noyaux d'olive. Comme ça, on peut se demander pourquoi. Mais il y a une raison. C'est qu'il s'était engueulé avec l'ingénieur du son quelques jours auparavant. L'ingénieur du son avait dit à Corda, j'ai un gros problème, j'arrive pas à enregistrer la voix de M. Rému, elle ne doit pas être assez phonographique ou je ne sais quoi. Rému lui avait dit, mais écoutez, moi monsieur, quand j'appelle en ville, on m'entend hein, au téléphone, il n'y a pas de problème. Donc, et donc il avait très mal pris. Et ces noyaux d'olive, c'est juste pour faire péter les tympans, enfin en tout cas de l'ingénieur du son, parce qu'à chaque fois ça claque bien, c'est vraiment pour le rendre très inconfortable. C'est assez marrant, il y a plein d'anecdotes comme ça sur ce film. Sacrement, ça. Tu as bon appétit, hein? Ça va pas mal. Ouais. La lecture t'a creusé, quoi. Ah, sacrément, ça. Dis donc. Oh. Ta vieille maîtresse, là. Tu sais, hein? Celle que tu gardais par pitié. Va se suicider, quoi.
Tu la vois toujours? Naturellement. Non. Tu la vois toujours? Et alors? Mais tu es un gaillard redoutable, tu sais. Pourquoi? Bon. Un sacré marieux. Et donc le film a été un succès considérable contre les prédictions des gens de théâtre, des gens du cinéma muet. René Clair et Marcel vont avoir une querelle par journaux interposés, mais incroyable. Alors c'est très marrant parce qu'ils se traitent de tous les noms, mais vraiment c'est dur, hein. Et dans la correspondance que j'ai retrouvée, ils sont super sympas. Le week-end, ils se retrouvent à Saint-Tropez, ils mangent de la bouillabaisse, ils vont à la pêche ensemble. Et ils se marrent de s'engueuler par journaux interposés parce qu'en fait, ça leur fait de la pub. On rentre, avec ces correspondances, on rentre dans l'histoire par le trou de la serrure. Et c'est formidable. Donc oui, le film est un gigantesque succès, mais il va aussi signer l'arrêt de la collaboration entre Paramount et Pagnol. Pourquoi? Parce que Marcel voit les sommes investies par la Paramount. Ah oui, pardon, j'oubliais, excusez-moi. Kane n'y croyait pas du tout à ce film. D'ailleurs, pour preuve, pour se couvrir, il avait fait réaliser en même temps 2 autres versions, une version allemande et une version suédoise. Hein, en se disant, le film français de Pagnol va se planter, mais je vais récupérer mon manque à gagner sur les 2 autres versions. Ce qui fait que le même jour, dans les studios, vous aviez 3 Marius, 3 César, 3 Honorine, une allemande, une suédoise et une française. C'était assez marrant. Et bien c'est le seul film qui a marché, c'est celui de Marcel. Voilà, le film allemand, le film suédois n'ont pas marché. Ah. Vous voulez peut-être des questions, parce que là je m'emballe, moi je peux parler comme ça pendant 3 heures. Ouais. Et je finis juste pour vous dire que c'est la dernière fois que Marcel va travailler avec la Paramount, parce qu'il va se fâcher avec eux, parce que Paramount veut le brider, lui enlever sa liberté qu'il avait conquise sur Marius. Et donc, bon, je ne rentre pas dans les détails, je le ferai pour Fanny. Et donc après, il va monter sa société de production. Et c'est comme ça que va commencer la grande aventure Pagnol. À partir du moment où il a sa société de production, il va pouvoir créer en toute liberté. Et ça, ce sera après l'apéro et vos questions. Est-ce que Rému n'était pas l'acteur fétiche de Pagnol? Bien sûr que Rému était l'acteur fétiche de Pagnol. De toute façon, mais au-delà de ça, c'était son alter ego. Il écrivait pour Rému. Si vous me faites l'amitié d'acheter mon livre, vous verrez que la correspondance entre Rému et Pagnol fait un tiers du livre. C'est plus que de l'amitié. D'ailleurs, dans l'adieu à Rému, quand Rému meurt, Marcel écrit un texte qu'il va lire, et il commence en disant « On ne peut pas écrire sur la tombe d'un père, d'un frère ou d'un fils, tu étais les 3 pour moi à la fois. » Donc, il écrivait pour lui, il l'adorait, il l'aimait, ils se sont engueulés, ils se sont brouillés, ils se sont réconciliés, mais il écrivait pour lui. Et Rému a supporté ces textes avec une force incroyable, incroyable. Jamais personne ne peut jouer César comme lui l'a joué. Parce que, premièrement, il a un talent. C'est Orson Welles qui a dit, Orson Welles arrive en 1946 dans les bureaux de mon grand-père, dire bonjour, j'aimerais rencontrer M. Rému. Rému vient de mourir, mon grand-père lui annonce. Orson Welles se met à pleurer et dit nous avons perdu le plus grand d'entre nous. C'est voilà. Par exemple, la partie de cartes a failli ne pas être dans le film, et ni dans la pièce. Marcel l'avait écrite et puis il l'avait supprimée en disant bon c'est anecdotique, c'est un sketch. Et les comédiens ont répété la partie de cartes en cachette de Marcel, et le soir de la première, sans rien lui dire, ils l'ont joué. Marcel était fou. Et d'un coup, il a vu la salle s'écrouler de rire, et monter dans la loge de Rému, et sur son papier peint, avec son stylo de maquillage, il a marqué « Monsieur Rému est un génie ». Ce morceau de papier peint, Rému l'a découpé, il l'a toujours gardé, vous pouvez le trouver aujourd'hui au musée Rému, qui était à Cogolin, qui maintenant est à Marignane, voilà, chez la petite fille Rému Isabelle Nord. Je me surveille comme si j'étais un tricheur. Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire, alors. Oh, très bien. D'accord.
Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu l'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors il joue cœur, parbleu. Tiens, tiens, et voilà tes cartes, hypocrite, tricheur. Je ne joue pas avec un grec. Pourquoi tu fais que tu ça? Pourquoi tu prends par un autre? Si on mestre palis, si c'est pas pour par Maganta. Tu me fends le cœur. Je ne peux pas ressortir là, alors. Est-ce que dès le début c'était une trilogie où Fanny et César ont été écrits en même temps? Non, 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 non. Marius, c'est un unitaire, c'est un drame. Voilà. Et c'est Léon Volterra, le directeur du théâtre, quand il a lu les recettes qu'il avait fait avec Marius, il a demandé à mon grand-père d'écrire la suite. Et donc mon grand-père a écrit Fanny. Mais là-bas, c'est absolument pas une trilogie. C'est la première trilogie de l'histoire du cinéma. Là, aujourd'hui, en ce moment, ils sortent la dernière trilogie Star Wars. Voilà, bah là, vous avez la comparaison. Est-ce qu'on peut parler de l'accueil des Marseillais sur le film? Très mauvais. Très mauvais, voilà. Oui, oui, l'accueil des Marseillais a été assez mauvais. Il y a une campagne contre Marcel. Alors, pour le film, non, le film, ils ont aimé. Mais la pièce, au début, ça dépend en fait de quel Marseillais vous parlez. Si vous parlez des Marseillais de la rue Paradis ou ceux de l'Estac. Le Marseille populaire a adoré tout de suite les films de Marcel. Les bourgeois marseillais ont beaucoup moins apprécié pour différentes raisons. C'est parce que c'était un petit gars qui était... Après Marcel Pagnol, ça devenait très difficile d'être artiste et marseillais. Il fallait aller au-dessus, vous comprenez? Et il y a eu beaucoup de jalousie à ce niveau-là. Et puis encore aujourd'hui, il m'arrive d'entendre quand même Marcel Pagnol a sali l'image de la ville. Ça m'arrive, hein? Ça m'arrive. Ben, je crois que si on tire cette conclusion de Marius, Fanny et César, c'est qu'on ne sait pas lire. C'est qu'on a le cœur sec et qu'on ne sait pas lire les sous-entendus. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a tout le public qui dit à Marseille, monsieur Brun, il n'y a rien de pire que le travail. Bon, et alors? Enfin, je veux dire, c'est de l'humour. Donc non, le film a très bien été fait. La pièce, au début, c'était plus compliqué. Mais bien souvent, vous savez, nul n'est prophète en son pays. Et c'est Rému qui, lorsqu'il rentre à la Comédie Française, vous allez voir le parallèle que je fais, je crois qu'il est juste. Quand Rému rentre à la Comédie Française, il fait dis-toi, dis comme c'est beau. Tu vois un peu, je rentre à la Comédie Française. Peut-être que maintenant, ceux de chez nous me donneront un peu de talent. Vous comprenez? C'est parce qu'il a réussi à Paris qu'il rentre à la Comédie Française que ceux de chez lui vont considérer qu'il a du talent. C'est un peu la malédiction des acteurs de Pagnol et de Pagnol dans sa région. Le taux de tournage, parfois, c'est tourné côté Major, parfois, Rive-Neuve, parfois de l'autre côté, côté mairie, c'est du décor. Là, pratiquement tout le film est tourné au studio de Joinville à Paris, et il n'y a que les extérieurs avec les bateaux, où quand César passe, vous avez sans doute reconnu la brasserie là, qui fait l'angle, la rue de la République, la Samaritaine. Il rentre dans la Samaritaine, il ressort. Bon voilà, sinon c'est du studio. Même le comptoir. Même le comptoir. Je sais où il est. Il est dans le coin, je crois, le comptoir. Le vrai bar de la Marine. Oui, il est à Cotignac. Le comptoir est à Cotignac, c'est un brocanteur. J'ai monté une superbe exposition à Aubagne. Vous avez les caméras de mon grand-père, vous avez ses objectifs, son habit d'académicien, le manuscrit de la gloire de mon père, la massette de André Pagnol, mon arrière-grand-père, tailleur de pierre, dont Marcel parle dans La gloire de mon père. Vous avez l'harmonica du petit Paul, qui était toujours sur le bureau de mon grand-père. Parce que j'ai la chance d'avoir toujours ma grand-mère, Jacqueline. Et pour tout vous dire, j'habite chez elle en ce moment. La première Manon. La première Manon, Naïs. Les actrices n'ont pas d'âge, madame. Donc pour moi, tous ces objets ne signifient pas grand-chose étant petit. Hein. J'ai déjà planté des clous avec la massette, joué avec l'harmonica, cassé les encriers. Ça fait pas. Mais la maison n'a pas changé, n'a pas bougé. Et tous ces objets, eh bien, on les a sortis pour la première fois. Ils sont disponibles dans cette superbe expo qui termine le fin janvier à Aubagne, au pénitent noir. Voilà. Puis j'espère après qu'elle voyagera. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette expo, on voit la générosité de ton grand-père. Et c'est pour ça qu'il était si admiratif devant les nouvelles technologies comme le parlant, comme ensuite le cinéma. C'est qu'il y a un peu un géotrouve-tout. Il est tout le temps en train de faire des recherches. Ouais, c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout. Il a travaillé sur le théorème de Fermat, il cherchait de l'eau, il a construit une foreuse, il a trouvé une source, on a fait un petit lac avec un barrage. Il travaillait sur
il réfléchissait aux problèmes de maladies pulmonaires, enfin, il a écrit plein d'essais. C'est un des derniers grands humanistes. Vous savez, les humanistes de la fin du humanisme 18e et du 17e, c'est ces gens qui s'intéressaient à toute chose, qui se cultivaient sur toute chose. D'ailleurs, dans une interview qu'on peut voir sur ina.fr, on dit: qu'est-ce que vous pensez de la spécialisation de nos élites? Il dit: mais c'est horrible la spécialisation, parce que vous allez être spécialiste sur, par exemple en physique, sur un point, mais vous ne connaîtrez pas l'importance de ce point par rapport aux autres. Il parle d'acculturation par la spécialisation. Pour lui, ce qui était le plus important, c'est la culture générale, la curiosité que lui avait enseigné son père. C'est grâce à Joseph que tout ça a pu être possible. Voilà. Il a inventé le boulon indéboulonnable. Oui, il a inventé le boulon indéboulonnable. Ça peut faire sourire, mais vous allez aujourd'hui chez Castorama, ils en vendent. Donc c'était pas si bête que ça. Il a travaillé sur le mouvement perpétuel. Alors quand ses amis venaient le voir, Marcel Achard, Henri Janson, il fait: tu l'as trouvé le mouvement perpétuel? Oui, j'ai trouvé hier soir, mais ce matin il s'est barré. Il a failli tuer Malraux, sans savoir que c'était lui, en bricolant une machine à vapeur à eau surchauffée, justement pour trouver le mouvement perpétuel. Le piston a il a vraiment surchauffé, le piston, pour le coup, il a pété, il a traversé le plafond, il a été logé dans la baignoire de Malraux, qui est en train de prendre son bain. Quand Rému engueule toujours Marius, et on voit dans ses yeux l'amour qu'il a pour lui. C'est là où Rému est fantastique. Bien sûr, c'est là où il y a deux choses qui font ça. Il y a le texte en lui-même, parce que même en lisant le texte, on voit Rému, vous ressentez, il y a tout le non-dit. Hein, mais il y a aussi l'interprétation de Rému, qui sait jouer le non-dit, l'indicible, d'une manière incroyable. Il y a une finesse de jeu. Et d'autant plus au cinéma. Moi, j'ai redécouvert ces films sur grand écran. On voit la finesse de jeu de Rému, qui n'est plus du tout l'acteur bourru, emporté, dont vous pouvez se souvenir sur petit écran en visionnant le film dans de mauvaises conditions, avec de mauvaises copies. Là, on voit toute la finesse, un ciment du regard, la bouche qui change, le sourire qui s'esquisse. C'est formidable. Et que dire de Charpin? Tout aussi bien. Morane de Mazis. Elle était pied noir et elle habitait à Paris. Elle était au cours du Lin, cours de théâtre, cours du Lin. J'avais ma fille à Oran de 18 ans, j'ai souvent cru que c'était... Une vraie Marseillaise. Elle a bien pris l'accent alors. Elle a fait la farce, elle vous a bluffé. Bien. Alors écoutez, il y a une dernière. Une dernière. Oran, c'était la compagne de mon grand-père. Enfin là, elle n'est plus la compagne de mon grand-père en 1931. Marcel est avec une jeune danseuse anglaise qui va lui donner un fils, son premier, Jacques, en 1931. Mais Marcel rencontre Oran en 1924 à Paris, alors qu'il est déjà marié avec une jeune Marseillaise, Simone Collin. Il s'était marié à 18 ans contre la vie de son père. Ça s'est très mal passé entre eux. Alors arrivé à Paris, il a rencontré Oran de Mazis, dont il est tombé éperdument amoureux. Elle était comédienne de l'avant-garde, du théâtre moderne, vraisemblablement le théâtre Antoine, le théâtre libre, fréquentait Jouvet, tout ça. Et il est tombé éperdument amoureux, et puis il a donné son premier grand rôle dans Jazz, qui est le premier succès de mon grand-père en 1926. Et puis ensuite, elle n'a pas joué dans Topaz, mais elle a joué tout de suite dans Marius, au théâtre, et puis elle a suivi mon grand-père jusqu'en 1937, Regain. C'est leur dernière collaboration.